Bienvenue sur ma chaîne de podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Nous allons donc commencer par la première partie de ce podcast qui est la chronique lecture, c'est-à-dire mon bilan de mes lectures du mois d'octobre 2025. Alors à ce jour, le 1er novembre 2025, jour où j'enregistre cet épisode, j'en suis à presque 15 livres lus sur ce mois d'octobre. C'est plutôt pas mal, je trouve. Je m'améliore de jour en jour. Alors, si on commençait par mes livres lus. J'ai donc commencé le mois d'octobre avec le tome 1 de la série Jusqu'au plus profond désastre d'E.G. Weiss chez Gulfstream Editor que j'ai reçu en service de presse par l'intermédiaire de NetGalley. C'est un roman de fantasy qui se déroule à Lockford et dont les personnages principaux sont Linus Hurtgreaves, Lucia Destrellas, Santino Rossini, Diana McBrown. J'espère que je prononce bien. En résumé, un jeune et brillant astronomiste s'associe à une mystérieuse journaliste pour lever le voile sur la disparition de son amour perdu. Un texte à l'atmosphère saisissante qui interroge sur la perte, la mémoire et la quête de soi. Linus Hurtgreaves, astronomiste à l'esprit constellé d'angoisse et plongé dans un deuil insondable depuis que sa fiancée, Lucia Destrellas ou Lucia Destrellas, archéologiste à l'Académie de Scientésy de Lockford, a disparu lors d'une expédition. Cloîtré dans son manoir, il cherche désespérément dans les étoiles un moyen de la retrouver. Sa solitude est troublée par l'arrivée de l'impertinente Diana McBrown, exploraliste, en quête de rédemption, chargée d'écrire à son sujet. Très vite, celle-ci est happée par les mystères qui hantent les lieux, lettres tardives, apparitions fantomatiques. Elle est bientôt rejointe par Santino Rossini, l'ami précieux du couple d'académiciens qui s'était éloigné et qui revient dès lors graviter autour de Linus. Ou Linus, comme vous voulez. Ces trois astres réunis vont tenter de préserver les fragments d'une vie brisée où se mêlent amour, élitisme intellectuel et résistance féminine. Mais dans un ciel où veillent les déesses de la création et de la dissolution, le temps est compté car une ombre rôde, menaçant d'engloutir tout ce qu'il reste de lumière. Alors mon avis. Cette lecture fut un véritable régal. J'étais ravie de retrouver la plume d'Alaric et Jennifer Twice. Comme toujours, les auteurs savent nous immerger dans leur univers avec une facilité déconcertante et découvrir ce nouveau monde a été un vrai plaisir. On y découvre 4 personnages profondément humains, liés par des émotions intenses et un univers où le flux détermine la place de chacun. E.G. Weiss explore avec justesse les thèmes du deuil, de l'amitié et du pouvoir à travers l'enquête d'une journaliste qui révèle bien plus qu'un simple portrait. Entre tensions sociales et liens quasi mystiques, jusqu'au plus profond des astres, bouleverse par la force de ses personnages et la délicatesse de son écriture. J'ai particulièrement aimé les nombreux clins d'œil glissés par les auteurs à notre propre monde, les jeux de mots, les noms évocateurs, les détails savamment pensés, autant d'éléments qui rendent ce monde incroyablement tangible, presque réel. Si vous aimez les histoires troublantes, les secrets bien gardés, les univers riches et les intrigues qui se tissent lentement pour mieux se dévoiler, alors ce roman est fait pour vous. Ma précommande du livre papier est déjà faite et j'ai hâte de l'ajouter à ma collection d'ouvrages signés E.G. Weiss. Rendez-vous le 6 novembre 2025. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est le tome 1 de la série Silvertone, Supernatural Project, Les âmes de l'Ouest, d'Ellie S. Green, publié chez Gulfstream Editor et reçu en service de presse par l'intermédiaire de NetGalley. C'est un roman que je qualifierais de genre fantastique, dans une Amérique très ancienne, et qui a 3 personnages principaux sur lesquels tourne le plus l'histoire. Donc on a Sam, Linus, ou Linus, comme vous voulez, et Sinead. En résumé, 1867.
Ancien esclave et sorcier vaudou, Sam espère réaliser ses rêves après avoir accompli assez de missions pour l'agence Silvertone, dirigée par Alan Pinkerton et Victor Hugo. Il peut compter sur les Loa, divinités qui murmurent à son oreille et l'aident à affronter les spectres selon leur bon vouloir. Sam doit aussi faire équipe avec la fratrie O'Reilly, Linus, soldat coincé par un enchantement dans un corps d'enfant et adepte des explosifs, ainsi que Sinead, rescapé d'un asile aux puissants dons de médium qui lui permettent de voir les fantômes. Si ce trio aux capacités extraordinaires a plus en commun qu'il ne le pense, la relation conflictuelle entre Sam et Linus, ou Linus, issus d'une famille du Sud, pourrait bien mettre en péril les opérations qui leur sont confiées. Ils vont pourtant devoir surmonter leurs différends pour survivre aux menaces qui planent sur eux et remonter à l'origine du mal. Alors pour mon avis, c'est une lecture idéale pour la saison d'Halloween. Entre esprit malfaisant, vaudou et malédiction, on y trouve tout ce qu'on a besoin. Dès les premières pages, on sent la richesse de l'univers et la profondeur des thématiques abordées. Le début est un peu dense et demande un petit temps d'adaptation, mais très vite, l'histoire prend toute son ampleur et devient réellement captivante. L'autrice nous plonge dans une Amérique encore meurtrie par la guerre de sécession, où se mêlent lutte de pouvoir, croyances, conquête de territoire et colère des esprits. Cette toile de fond historique donne un relief particulier à l'intrigue, d'autant plus qu'elle est portée par 3 personnages principaux, aussi atypiques qu'attachants. Sam, le beau corps affranchi, Linus, l'esprit d'un soldat piégé dans un corps d'enfant, et Sinead, sa sœur internée pour avoir parlé aux morts. Leur dynamique, parfois tendue, mais toujours sincère, reflète à merveille les fractures sociales et raciales de l'époque. L'écriture d'Ellie S. Green est immersive et visuelle. On ressent l'ambiance du Grand Ouest, la poussière, la magie, les légendes et la menace constante des Péllucides, esprits très en colère. La documentation historique se ressent, sans jamais alourdir le récit, rendant cette fiction surnaturelle étonnamment crédible et ancrée dans son époque. Ce premier tome m'a évoqué par certains aspects la série Les Mystères de l'Ouest, une série télé, une très vieille série télé des années 60, je crois, que moi j'ai vue dans les années 80, mais revisitée à travers le prisme du fantastique et du vaudou. Un mélange audacieux, maîtrisé et original. Un grand bravo à l'autrice pour cette proposition singulière et ambitieuse et à la maison d'édition pour avoir soutenu un roman aussi atypique. Hâte de découvrir ce que la suite nous réserve. Vous pouvez également en savoir plus sur ce roman dans l'épisode du Book Club du mois d'octobre que nous avons consacré aux lectures spooky, horrifiques et fantastiques en vue de Halloween. Le 3e livre que j'ai lu sur ce mois d'octobre, c'est la version audio du tome 1 de la série Dead Garden, l'héritière de Cassandra O'Donnell, que j'ai écouté grâce à mon abonnement sur Audible. Nous sommes dans un roman d'urban fantasy qui se déroule en France, surtout sur la Bretagne, mais aussi un petit peu ailleurs. Les personnages principaux sont Léonora, Ariel, notamment. Alors, en résumé, croyez-moi, devenir faucheuse et passer toutes ses journées en compagnie des défunts n'est pas le métier qu'on rêve de faire à 16 ans. Mais bon, comme le dit si bien grand-mère, dans la vie on ne fait pas toujours ce qu'on veut. En particulier quand on grandit dans une famille comme la mienne. Mauvais sort, disparition inquiétante, empoisonnement suspect, chez nous, les distractions ne manquent pas. Quand s'ajoute une série de meurtres inexpliqués dans le clan des puissantes sorcières Vicaris et la visite inopinée d'Ella, la déesse de la mort, je commence à me dire que ça fait beaucoup. Il est grand temps de m'intéresser aux forces maléfiques qui se mettent à l'œuvre. Alors, mon avis. J'ai mis un peu de temps à m'immerger dans cette histoire. Même si les éléments sont globalement bien amenés, Dead Garden est une duologie dérivée de la longue série Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell que je n'ai pas lue et dont j'ai par contre beaucoup entendu parler. Si certaines révélations font écho à cette saga principale, le roman reste assez autonome pour que l'on puisse s'y plonger sans trop se sentir perdu, tout en donnant envie d'en apprendre davantage sur l'univers d'origine. On y suit donc une faucheuse dame, Léonora, la fille de Rebecca, une grande sorcière, et Michael, un roi des vampires. Son meilleur ami Ariel, un chaman des ombres, fait partie aussi de son entourage. Tous deux se retrouvent mêlés, bien malgré eux, à de mystérieuses disparitions touchant fantômes et sorcières, ce qui ne pouvait que me plaire. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce premier roman,
c'est cette impression d'assister à une série télé. C'est peut-être aussi la version audio qui a fait ça. Grande fan de shows comme Vampire Diaries, j'ai retrouvé ici les ingrédients qui font le charme de ce genre d'univers. Des personnages puissants, qu'ils soient bons ou mauvais, des intrigues rythmées et une tension constante, entrecoupée de quelques moments de répit bienvenus. Le monde imaginé par Cassandra O'Donnell est riche et immersif et l'on sent toute la profondeur du background hérité de la série Rebecca Keane. J'ai passé un très bon moment de lecture et je recommande ce livre à tous les amateurs d'urban fantasy et de séries télé mêlant vampires, sorcières et mystères. Il ne me reste plus qu'à découvrir la conclusion dans le tome 2 et peut-être, qui sait, à me plonger ensuite dans la série originale. Le 4e livre que j'ai lu, plutôt écouté, c'est le livre audio de la série Fable, L'Aventurière des mers d'Adrienne Young, que moi j'ai écouté grâce aux éditions Telem en version audio sur mon abonnement Audible et qui a été publié chez Rajo pour la version papier. C'est un roman de fantasy qui se déroule dans un monde bordé d'îles et de mer, dont les personnages principaux sont Fab, West, Saint et puis bien d'autres. En résumé, Fable, 17 ans, est la fille du marchand le plus puissant d'Égoulé, près de la mer sans nom. Pourtant, après la mort de sa mère au cours d'une tempête, son père l'a abandonnée sur une île peuplée de voleurs où elle a dû se battre pour survivre. Plongeuse, découvreuse de gemmes qu'elle revend pour assurer sa subsistance, Fab poursuit un but: quitter l'île et rejoindre son père afin d'obtenir son héritage, une place dans sa flotte. Pour cela, elle doit gagner le continent où il a établi son comptoir commercial. Elle fait appel à West, le jeune capitaine d'un navire marchand, le Marigold, qui accepte de l'emmener. Mais une fois à bord, alors qu'elle doit faire ses preuves et être acceptée par l'équipage, elle découvre que West et son navire ne sont peut-être pas ce qu'ils paraissent être. Alors, mon avis. Fable nous entraîne dans une aventure captivante au cœur des mers, portée par un world building riche et immersif qui donne presque envie d'embarquer aux côtes et de l'équipage. On y suit Fable, une héroïne à la fois forte et vulnérable que la vie n'a pas épargnée. Entre trahison, danger et rencontres inattendues, elle doit apprendre à survivre dans un monde impitoyable, mais aussi à faire confiance. Lorsqu'elle monte à bord du bateau de West, le timonier qui l'a aidé à survivre en achetant ses gemmes, Fab se retrouve embarquée dans une aventure périlleuse. Au fil du voyage, elle découvre non seulement la vérité sur ses origines et l'abandon de son père, mais aussi sur elle-même et sur ceux qui l'entourent. Animée par le désir de retrouver son père et de rejoindre un de ses navires, Fab va rapidement comprendre que le chemin vers ses rêves est semé d'embûches et de révélations. On la voit évoluer, grandir et s'affirmer, ce qui la rend d'autant plus attachante. Adrienne Young signe ici un roman d'aventure plein de souffle et d'émotion, où les thèmes de la famille, de la loyauté et de la liberté se mêlent avec justesse. Si vous aimez les récits maritimes, les péripéties haletantes et les héroïnes courageuses, alors Fable a toutes les chances de vous séduire. Le 5e livre que j'ai découvert sur le mois d'octobre, c'est une BD qui s'appelle L'île du crâne de Max Lermenier et Clément Lefebvre, d'après un roman de Anthony Horowitz. Cette version BD est publiée chez Jungle Pépite. C'est donc une BD fantastique qui se déroule à Grewsham Grange, dont les personnages principaux sont David, Jill et Jeffrey, entre autres. En résumé, David Elliot s'est fait renvoyer du prestigieux collège où ses ancêtres ont tous étudié. Pour le punir, ses parents décident de l'envoyer à Grewsham Grange, un établissement réputé pour sa discipline de fer. Mais ni eux, ni David ne réalisent véritablement où il va mettre les pieds. Ses nouveaux camarades, Jill et Jeffrey, en font la découverte en même temps que lui. Dans cet incroyable château perdu sur l'île du crâne, les professeurs sont tous plus étranges les uns que les autres, tandis que les élèves se comportent tous de façon inhabituelle. Grewsham Grange cache un terrible secret que David et ses amis sont déterminés à découvrir, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Alors pour mon avis,
Je poursuis mon cycle de découverte de bande dessinée et cette fois-ci, direction une école étrange et pleine de mystères où les apparences sont souvent trompeuses. On y suit 3 camarades qui cherchent à comprendre ce qui se trame dans ce pensionnat de la dernière chance. Le mystère est bien construit, même si, en tant que lecteur, nous devinons assez vite ce qui se passe. Ce qui rend l'expérience encore plus amusante puisqu'on observe nos héros tenter de démêler ce que nous comprenons déjà. Les dessins et les couleurs sont superbes, contribuant à une immersion totale dans cette aventure gothique et pleine de secrets. On s'attache vite à ces 3 jeunes ados dont l'amitié devient leur plus grande force face aux épreuves. Si vous aimez les ambiances sombres, mystérieuses et fantastiques, cette BD devrait vous plaire autant qu'à moi. Une belle lecture à la fois intrigante et pleine d'émotions. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de la série Les Tribulations d'Esther Parmentier, Cadavraché, Vampire fâché de Maëlle Dessart, publié chez Rageot. C'est une série fantastique qui se déroule entre l'Est et la Bretagne avec comme personnages principaux Esther, Loane, Maudzy, Roger, Dario, Marine, Mireille, le capitaine et bien d'autres. En résumé, j'étais à peine recrutée par l'agence comme sorcière stagiaire que je devais faire équipe avec l'agent Loane. Oui, c'est le résumé qu'il y a sur la 4e de couverture du livre. C'est très court, mais ça donne envie. Donc pour mon avis, alors là, on est sur une histoire vraiment sympathique, pleine d'humour et peuplée de personnages aussi attachants que hauts en couleur. J'avoue qu'au début, j'ai eu un peu de mal avec le tempérament très expressif d'Esther, mais au fil des pages, je me suis laissée prendre au jeu et j'ai fini par beaucoup l'apprécier. On suit donc une jeune femme, stagiaire en comptabilité, qui découvre un peu par hasard qu'elle est une sorcière. Et comme si cela ne suffisait pas, elle ne dispose que de très peu de pouvoirs magiques. Mais cet handicap ne l'empêche pas d'être débrouillarde, perspicace et pleine d'énergie. Recrutée par la CDC, elle se retrouve embarquée dans une enquête sur les disparitions mystérieuses, épaulée par un partenaire aussi séduisant qu'embêtant. Le contraste entre leurs 2 caractères crée un duo explosif, plein de répartie et de charme. Si vous aimez les héroïnes qui ne mâchent pas leurs mots, les enquêtes teintées de surnaturel et les lectures bourrées d'humour qui garantissent un bon moment de lecture, ce livre est fait pour vous. Ma 7e lecture du mois d'octobre, on est à la moitié, on avance. C'est le tome 1 de la série en BD, Elle, la nouvelle, de Kit Toussaint au scénario et Aveline Stockart au dessin, publié chez Le Lombard. C'est donc une BD jeunesse qui parle de elle et de ses amis. En résumé, elle, c'est une fille un peu comme tout le monde, mais pas tout à fait comme les autres. Jeune fille pétillante et équilibrée, c'est tout naturellement qu'elle est intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès son arrivée au collège Mercury. Mais se doute-t-il qu'elle n'est pas seule ? Elle serait même plutôt 5. 5 personnalités, hautes en couleurs et pas toujours amicales. Qui est Ellie réellement ? C'est donc une nouvelle découverte BD du mois. Après en avoir beaucoup entendu parler, je me suis enfin laissée tenter et je ne regrette pas. On suit elle, une jeune fille qui change d'école et devient la petite nouvelle. Au début, tout semble aller pour le mieux. Elle se fait des amis, mène une vie d'ado tout à fait ordinaire, mais sous la pression, un jour, quelque chose se fissure et on découvre que plusieurs autres personnalités cohabitent en elle. Chacune a son caractère, ses émotions, sa façon de réagir et elle doit apprendre à composer avec toutes ses parts d'elle-même pour rester fidèle à qui elle est vraiment. Quand la coupe est pleine, elle se met en quête de comprendre ce qui se passe en elle et d'où viennent ces multiples facettes de sa personnalité. C'est cette quête d'identité pleine de sensibilité et de mystère que la série explore avec justesse. Entre graphismes colorés, personnages attachants et intrigues pleines de mystère, Elle est une BD à la fois touchante et pétillante. Si vous aimez la littérature jeunesse, les histoires dynamiques et les univers intrigants, cette lecture devrait beaucoup vous plaire. Mon 8e livre du mois d'octobre de ma palle, c'est le tome 3 de la série de BD, toujours, Le Grimoire d'Elphie, Malaventure en pain d'épices, de Harlston, Alouette au scénario, Minnie Ludwig au dessin, enfin Harlston, Alouette, tous les deux au scénario, Minnie Ludwig au dessin et Hélène Lenoble à la couleur, publié chez Draco. C'est donc une BD jeunesse qui se déroule cette fois-ci à
j'espère que je vais bien le dire, Strösselsheim, quelque chose comme ça, avec comme personnages principaux Elfie, Magda et Louette, ses sœurs. En résumé, alors que Noël approche, le bus librairie d'Elfie et de ses sœurs est immobilisé par une panne en Alsace. Là, Elfie partage pour la première fois son secret. Faustine, fille de la pâtissière du village, est aussi une petite sorcière. Mais Faustine est surtout une Miss Catastrophe qui se fourre dans des situations impossibles et compte sur Elfie pour l'aider à s'en sortir. Entre une tempête de neige et des attaques de bonhommes en pain de pisse, Elfie va découvrir une énigme familiale datant de la Seconde Guerre mondiale qui pourrait bien changer la vie du village. Dans ce 3e tome, on est direction l'Alsace à la découverte de ses paysages, de ses traditions et des blessures que la guerre y a laissées. On retrouve avec plaisir notre chère Elfie, toujours sur les routes avec son bus librairie et dont le chemin est loin d'être tranquille. Entre pâtisserie gourmande, nouvelle amitié et mystère du passé, Elfie va devoir faire preuve de créativité pour résoudre une situation pour le moins originale. Une invasion de petits bonhommes de pain d'épices très en colère. Et au cœur de tout ce chaos, une enquête touchante autour de l'être retrouvé, datant de la Seconde Guerre mondiale, qui apporte une belle profondeur à l'histoire. Comme toujours, le grimoire d'Elfie est une lecture douce, bienveillante et réconfortante, parfaite pour se préparer à la saison froide, entre magie, émotion et envie de chocolat chaud. Alors si après mes 3 avis enthousiastes sur cette série, vous n'avez toujours pas succombé à cette saga, mais qu'attendez-vous pour embarquer avec Elfie ? Ma 9e lecture s'est portée sur le tome 1 de la série Assistant to the Villain d'Anna Nicole Mehrer, publiée chez Calix. C'est un roman de fantasy qui se déroule dans l'Empire ou le royaume de Rendaun, j'espère que je prononce bien, avec comme personnages principaux, notamment Evie et le vilain. Alors, en résumé, avec une famille à charge, avoir un job pour Evie Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Rendaun se solde par une offre d'emploi qu'elle accepte, aucun travail n'est parfait bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver, mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain, et ça, il n'en est pas question. Alors, mon avis. Pour moi, ce livre mérite amplement toute la hype qui l'entoure. J'ai adoré ma lecture du début à la fin. C'est à la fois drôle, cosy, palpitant, intriguant et terriblement addictif. On y suit Evie, une jeune femme à la recherche donc d'un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille et soigner son père. Sa rencontre inattendue dans la forêt avec le vilain va bouleverser sa vie et la nôtre par la même occasion. Evie est une héroïne extrêmement attachante, maladroite, sincère, pleine de bonne volonté. Elle évolue tout au long du récit pour devenir une héroïne comme on les aime. Quant au vilain, il est étonnamment captivant. On apprend à le connaître, à percer peu à peu son mystère, et comme Evie, on finit par le trouver aussi charmant qu'inquiétant. Leur duo fonctionne à merveille, plein de tension, d'humour et de complicité. Au fil des chapitres, on découvre de plus en plus d'éléments sur leurs passés respectifs, et chaque révélation tombe à point nommé. L'autrice construit son intrigue avec une belle cohérence, tout prend sens au fur et à mesure, sans jamais perdre le lecteur. Et bien sûr, impossible de ne pas parler de ce retournement de situation finale, digne d'un bon tome 1. Il m'a laissé à la fois frustrée et impatiente de me jeter sur la suite. Si vous aimez les contes déconstruits, ce roman est fait pour vous. Anna Nicole Mehrer reprend avec brio les codes du conte de fées classique pour en faire une histoire moderne, pleine d'esprit et bien plus profonde qu'il n'y paraît. C'est une revisite intelligente, à la fois drôle, tendre et délicieusement surprenante. Et si vous aimez les romans empreints d'humour, de charme et d'un soupçon de mystère, alors foncez sans hésiter. Evie et le vilain sauront vous faire rire, vous attendrir et surtout vous captiver du début à la fin.
Ma 10e lecture du mois d'octobre s'est portée sur Les sorcières de l'île de Florian Soulas au scénario et Kali aux illustrations, publié chez Robert Laffont dans la collection Inari. C'est un roman graphique fantastique qui se déroule sur une île aux sorcières, comme l'indique son nom, avec comme personnages principaux Sayuri, Nadeshiko, le grand chancelier, Renji, Moro et bien d'autres. En résumé, alors Sayuri vit avec, ou Sayuri, je ne sais pas, vit avec sa grand-mère sur une île au cœur des bois. Sorcière guérisseuse de génération en génération, elle veille sur les villageois, mais ont interdiction formelle de les fréquenter en dehors des soins qu'elle leur prodigue. La vie est douce, rythmée par les visites saisonnières du grand chancelier, sorcier charismatique auquel les sorcières doivent toute leur magie. Alors que la cérémonie de ses 18 ans approche, Sayuri, qui a soif d'aventure, découvre un secret qui pourrait bien faire basculer l'ordre établi. Alors, mon avis. Les dessins de ce roman graphique sont absolument splendides. Le choix des couleurs insuffle une atmosphère à la fois magique et apaisante. On a l'impression d'entrer dans un monde simple, chaleureux, où il ferait bon vivre. Pourtant, derrière cette douceur se cache une jeune héroïne de presque 18 ans qui rêve d'ailleurs. Malgré la beauté de son île, les règles strictes qui régissent sa vie l'étouffent et elle aspire à plus de liberté. Ce roman, c'est avant tout l'histoire d'une émancipation, celle d'une jeune femme qui souhaite tracer sa propre route et découvrir le monde. Mais son histoire va la confronter à des enjeux bien plus vastes que ses rêves personnels. Elle devra défendre bien plus que sa propre liberté. Si vous aimez les univers enchanteurs, aux accents des studios Ghibli, et les récits où la magie rencontre la quête d'indépendance, Les sorcières de l'île vous captivera sans aucun doute. Ma 11e lecture s'est portée sur le tome 1 de la série Un thé avant la tempête de Hafsa Faisal, publié chez De Saxus. C'est un roman de fantasy qui se déroule à Eténia et qui a pour personnages principaux notamment Artie, Jean, Flick, Lace, Matteo. En résumé, pourquoi sauver le monde quand on peut savourer un bon thé ? Avec ses cheveux mauves et son tailleur sur mesure, Artie Casimir n'est pas que la propriétaire du Spindrift, le prestigieux salon de thé de White Roaring. À la nuit tombée, elle devient la gérante d'un bar à sang illégal où les vampires et secrets se mélangent. Lorsque l'entreprise de sa vie se voit menacée par le mystérieux souverain masqué d'Eténia, Artie n'a plus qu'un mot en tête, vengeance. Mais elle n'y arrivera pas seule. À la tête d'un groupe de marginaux criminels et reclus en tout genre, elle prépare le casse ultime. L'objectif ? Pénétrer dans l'Athereum, la haute société des vampires, et y récupérer un document compromettant. Entre alliance, trahison et rebondissement, la vérité derrière ce braquage se révèle peu à peu. Artie se retrouve bientôt au milieu d'une conspiration menaçant son existence et le monde tel qu'elle le connaît. Alors, mon avis. Pour ce roman, mon avis est plutôt mitigé. D'un côté, j'ai passé un très bon moment de lecture, et de l'autre, j'ai eu un peu de mal à entrer dans l'histoire. Le début m'a semblé assez lent. Le temps que l'autrice mette en place un world-building riche et fascinant, bien sûr, avant d'enchaîner sur une fin haletante où les révélations pleuvent sans répit. Je savais qu'il s'agissait d'un premier tome, donc je m'attendais à une mise en place un peu longue pour présenter le monde, les personnages et l'intrigue. Mais j'aurais préféré une répartition un peu plus équilibrée entre exposition et action. On y suit 3 personnages principaux, très attachants, dont on découvre tour à tour le point de vue, les émotions et les motivations. Tous 3 sont prêts à tout pour sauver ou redorer leur réputation, protéger leur foyer. Un salon de thé le jour transformé en bar à sang la nuit. Et préserver la vie qu'ils se sont bâtis malgré les obstacles. Ce sont des jeunes adultes marqués par les épreuves mais qui se relèvent avec force et détermination comme une véritable revanche sur la vie. Rien n'est gagné pour autant. À tout moment, ils risquent de tout perdre. On les voit lutter, s'accrocher, se battre pour survivre et pour rester fidèles les uns aux autres. On est clairement dans une dynamique de fan family et c'est l'un des aspects les plus touchants du roman. Leurs liens sont si forts qu'on ne peut s'empêcher de les soutenir jusqu'au bout.
Alors si vous aimez les héros badass et déterminés, les histoires de revanche et de survie, les casses audacieux à la Ocean Eleven ou Insaisissable, le tout dans un univers vampirique original et stylé, ce roman devrait vous plaire. Passons maintenant à ma 12e lecture. On arrive à la fin. Alors, j'ai lu le tome 1 de la série Un passé englouti d'Avarid, publié chez De Saxus. C'est un roman de fantasy qui se déroule à Oxwish et aussi dans le manoir d'Iraeth. J'espère que je prononce bien. Les personnages principaux sont Ephiser, Preston et Lurie, la famille Myrdine notamment, et plein d'autres. En résumé, seule la mer est notre ennemie. Ephiser a toujours cru aux légendes du petit peuple. Hantée depuis son enfance par des visions du roi des fées, elle ne trouve de réconfort que dans les pages d'Angarad, l'épopée d'Emrys Myrdine, son auteur préféré. Le livre en lambeaux est tout ce qui lui permet de survivre à ses études d'architecture. Aussi, lorsqu'elle remporte un concours pour restaurer le manoir du défunt Myrdine, elle est persuadée que c'est un signe du destin. Domaine décrépit sur le point de s'effondrer dans une mer affamée, le manoir d'Iraeth est un lieu perché à la frontière entre les mondes, peuplé d'êtres mystérieux. Parmi eux se trouvent Preston et Lurie, jeunes étudiants en littérature bien déterminés à prouver que Myrdine est un imposteur. Enquêtant sur l'héritage de l'écrivain, les deux étudiants découvriront peu à peu que des forces obscures conspirent contre eux et que la vérité pourrait les mener à la ruine. Alors, ce roman fut une très belle découverte. Avarid nous plonge dans un univers à la fois poétique et dérangeant, où la frontière entre le réel et le mythe se brouille sans cesse. On y rencontre des personnages profondément humains, imparfaits, mais animés par une même quête de vérité. Ensemble, Effie et Preston vont confronter leur vision du monde, s'écouter, se défier et peu à peu apprendre à se comprendre. L'histoire se déploie comme un jeu de pistes, chaque indice dévoile une facette de la vérité, mais aussi des protagonistes eux-mêmes. Le world building est dense et immersif, porté par une écriture évocatrice qui fait ressentir la moiteur, la décrépitude et la tension du décor. On avance, intrigué, happé, comme si quelque chose, cette même obsession qui ronge Effie et Preston, nous poussait à tourner les pages sans relâche. Si vous aimez les personnages complexes, les duos imparfaits mais complémentaires et les récits où l'ambiance est aussi importante que l'intrigue, parfaite pour une lecture d'Halloween, alors Un passé englouti devrait vous séduire autant qu'il m'a captivé. Et bonne nouvelle, le tome 2, Un songe illusoire, est sorti le 30 octobre 2025. Vous pouvez donc retrouver nos deux héros dans une nouvelle aventure tout aussi mystérieuse. Mon 13e livre, c'est le tome 2 de la série L'Agence Perdido, le musée effacé de Victor Dixen, publié chez Bayard Jeunesse. C'est un roman de littérature jeunesse qui se déroule à Miami, notamment, avec comme personnages principaux Lucie, dit Luciole, Rita Perdido, Jasper Tan et bien d'autres. En résumé, depuis des siècles, les marées de Floride dévorent des personnes et engloutissent des trésors. Dans leur sombre profondeur, loin du soleil tropical de la surface, les croque-mitaines attendent leur heure. Luciole, Lucie Lachance et Jasper Tan commencent leur apprentissage de retrouveurs dans le Sunshine State, sous la houlette de Rita Perdido. Le temps presse pour retrouver les régalias maudits et éviter l'ascension du haut roi des croque-mitaines. Les membres de l'agence Perdido comptent profiter de la célèbre foire d'art contemporain de Miami pour tendre un piège à la muse malade, détentrice du deuxième régala. Cette effaceuse hante les artistes de génie depuis des siècles, volant leurs idées et les poussant à la folie. Mais depuis les palaces luxueux de South Beach jusqu'aux mangroves ancestrales du fin fond de la Floride, Luciole et Jasper vont découvrir que l'attaque des croque-mitaines contre la surface est plus imminente que jamais. Alors je vous ai donné le résumé du tome 2 parce que je ne le trouve pas si spoliant que ça que pour le tome 1. Donc du coup, on suit quand même un fil conducteur entre le tome 1 et le tome 2, mais là on est dans une nouvelle histoire, on va dire. Et ce résumé
ne vous révèlent pas de choses trop embêtantes et ne vous gâcheront pas le plaisir de lecture. Alors mon avis, ce deuxième tome poursuit brillamment l'aventure entamée dans le premier volume, l'univers des retrouveurs et des croque-mitaines, qui s'enrichit encore entre exploration à la surface et incursion dans les oubliettes. On y rencontre de nouvelles créatures inquiétantes, toutes ou presque liées à celui qui aspire à devenir le haut roi des croque-mitaines, un adversaire d'une ambition glaçante, prêt à tout pour parvenir à ses fins. L'une des grandes révélations de ce tome est la muse malade, une entité aussi fascinante qu'effrayante, capable d'effacer l'inspiration des artistes et de les pousser peu à peu à la folie, voire à la mort. Cette idée est brillamment exploitée et apporte une touche encore plus sombre et poétique à l'intrigue. Victor Dixon signe une fois de plus une histoire captivante, rythmée et immersive, où le merveilleux se mêle à la peur avec beaucoup de finesse. C'est une lecture idéale pour l'automne, à savourer au coin du feu, blotti sous un plaid, une boisson chaude entre les mains. J'ai dévoré ce tome avec autant de plaisir que le premier et je suis maintenant pleine d'impatience pour la suite prévue en septembre 2026. Un petit mot aussi pour les éditions Reliées, elles sont absolument superbes et font un effet remarquable dans ma bibliothèque. Si vous aimez les histoires qui donnent des frissons mais qui restent accessibles, je vous recommande vivement cette série. Et si le format roman ne vous tente pas forcément, sachez qu'une BD sur la jeunesse de Rita Perdido, la directrice de l'agence, existe également. Les premières pages sont proposées à la fin de ce deuxième tome et donnent très envie d'en découvrir plus. Maintenant, passons à mes lectures en cours ou presque finies. Donc, mon 14e livre, c'est le tome 4 de la série Une braise sous la cendre, soit Un ciel avant la tempête de Sabaa Tahir, publié chez Big Bang, qui est un roman de fantasy qui se déroule dans l'Empire, avec comme personnages principaux Laia, Elias, Hélène et bien d'autres. En résumé, alors, je ne vais pas vous résumer le tome 4, vous vous doutez bien. Je vais juste reprendre pour la 4e fois le résumé du tome 1, vu que, voire même la 5e, parce que je crois que je vous en ai un petit peu parlé dans le book club du mois de septembre. Oui. Donc du coup, je vais pas vous embêter trop avec le résumé, parce que si vous avez écouté l'épisode de juillet, d'août, de septembre, vous avez déjà eu ce résumé en multiples exemples dans les multiples épisodes. Donc on va reprendre vite fait quand même. Donc on est avec Laia, une esclave, Elias, un soldat. Aucun d'entre eux n'est libre. Sous l'Empire martial, la défiance est synonyme de mort. Ceux qui ne dédient pas leur sang et leur corps à l'empereur risquent l'exécution des personnes qu'ils aiment et la destruction de tout ce qui leur est cher. C'est dans ce monde brutal, inspiré de la Rome ancienne, que Laia vit avec ses grands-parents et son frère aîné. Sa famille survit comme elle peut dans les allées sombres et pauvres de l'Empire. Ils ne défient pas l'Empire. Ils ont vu ce qui arrive à ceux qui osent le faire. Mais quand le frère de Laia est arrêté pour trahison, Laia doit prendre une décision. En échange d'aider les rebelles qui ont promis de secourir son frère, elle doit risquer sa propre vie pour jouer les espionnes à l'intérieur même de la plus grande académie militaire de l'Empire. Là-bas, Laia rencontre Elias, le soldat le plus doué de l'école et secrètement le plus réticent. Elias ne veut qu'une chose, se libérer de la tyrannie qu'il se doit d'appliquer de par sa formation. Lui et Laia réalisent rapidement que leurs destinées sont étroitement liées et que leur choix pourrait bien changer le sort de l'Empire. Donc pour mon avis, vous connaissez déjà mon avis sur les 3 premiers tomes. Comme je vous le disais, si ce n'est pas le cas, eh bien les épisodes vous attendent, juillet, août et septembre. Pas de spoiler sur le tome 4 ici. Comme pour les 2 autres tomes, le tome 2 et le tome 3, je préfère vous parler de ce que cette saga m'a fait ressentir en profondeur, et croyez-moi, c'était intense. Il y a des séries qui nous emportent dès les premières pages, et Une braise sous la cendre en fait clairement partie. Sabaa Tahir nous plonge dans un univers sombre, brutal et profondément captivant, où chaque choix a un prix et où l'espoir tient souvent à un fil. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les personnages, imparfaits, courageux, vulnérables et si incroyablement humains. On s'attache à eux, on souffre avec eux, on espère pour eux, jusqu'à refermer chaque tome le cœur serré. La plume est fluide, intense, d'une grande sensibilité. Et l'émotion ? Constante. La saga ne nous ménage jamais.
ascenseur émotionnel garanti. Chaque tome m'a donné envie de poursuivre immédiatement sur l'autre, comme si quitter cet univers trop longtemps était impossible. Aujourd'hui, j'arrive vers les dernières pages et une chose est sûre, une braise sous la cendre restera l'un de mes très grands coups de cœur de l'année 2025, une histoire bouleversante, puissante, inoubliable. Ma 15e et dernière lecture en cours de ce mois d'octobre 2025, c'est L'Amulette de Michael McDowell. Je l'écoute dans sa version audio, publiée chez Volume et reçue en service de presse de la part de NetGalley. C'est un roman de genre fantastique qui se déroule dans l'Alabama et plus exactement à Pine Cove, avec comme personnages principaux Joe, Sarah, Dean Howell et bien d'autres. En résumé, Alabama, 1960. Alors que Dean Howell fait ses classes avant d'être envoyé au Vietnam, un accident sur le champ de tir le laisse dans un état végétatif. Sa femme Sarah voit sa vie déjà morte devenir une agonie sans fin. Après d'harassantes journées à l'usine, elle doit laver et nourrir son mari léthargique, tout en supportant son odieuse belle-mère, Joe, qui accuse la ville entière du sort de son fils. Lorsqu'elle offre une étrange amulette à l'homme qu'elle tient pour responsable, se met en branle une implacable danse macabre. Et tandis que les meurtres inexplicables et les morts accidentelles s'enchaînent à un rythme diabolique, Sarah doit faire face à l'impossible réalité. Cette amulette joue peut-être un rôle central dans cette hécatombe, et elle doit à tout prix mettre la main dessus. Ce roman, en tout cas jusqu'à là où j'en suis rendue, est exactement à la hauteur de ce que j'attendais de Michael McDowell. La narration du livre audio renforce encore davantage l'immersion, nous plongeant au cœur de cette petite ville américaine que l'auteur dépeint avec une précision et une noirceur remarquables. McDowell excelle ici dans ce qu'il sait faire de mieux, dresser le portrait d'une communauté et de ses habitants en multipliant les personnages et les intrigues. On part d'un événement tragique impliquant Dean Howell, puis progressivement, l'auteur tisse une toile d'histoire familiale de plus en plus sombre, révélant les tensions, les secrets et les rancœurs qui rongent la ville. Ce qui me touche particulièrement dans ce texte, c'est la manière dont McDowell parvient à raconter ce qui pourrait, à première vue, sembler banal, la vie quotidienne de gens ordinaires. Mais sous sa plume, ces existences apparemment simples deviennent le miroir de ce qu'il y a de plus glaçant dans l'âme humaine. Il met en lumière les petites cruautés, les hypocrisies et cette méchanceté souterraine que l'on dissimule derrière les convenances. Tout cela compose un tableau corrosif et fascinant où l'horreur n'est moins du surnaturel que de ce que les hommes portent en eux. Grâce à sa maîtrise de l'ambiance et de la tension narrative, McDowell nous entraîne page après page toujours plus loin, toujours plus profondément. On lit en frissonnant, curieux et inquiet à la fois, se demandant jusqu'où l'auteur osera aller. Et il va loin. En résumé, j'ai adoré. Si vous avez aimé Blackwater ou encore L'Une fois sur Babylone, cette lecture devrait vous captiver tout autant. C'est un roman parfait pour l'automne. L'atmosphère, les mots et les actes des personnages vous glaceront le sang. À ce jour, ma lecture audio est toujours en cours, j'en suis à 52% et je suis déjà conquise, comme vous l'avez compris avec ce résumé, de mon avis, de cet avis, que je vous fais un avis provisoire. Je ne pense pas, puisque je suis vraiment conquise. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir le fin mot de l'histoire. Parce que là, franchement, c'est parfait pour des lectures d'Halloween. Passons maintenant à la deuxième partie de ce podcast, la chronique d'écriture. Aujourd'hui, ce mois-ci, je vais vous parler je vais vous faire le bilan de mon Spooky Writing Challenge qui s'est déroulé au mois d'octobre 2025. Donc comme le nom de cette chronique l'indique, j'ai participé au Spooky Writing Challenge organisé par l'agence de la Plumerie, oui, celle dont je vous parle très souvent, avec la pétillante Marie-Ève Fleury aux commandes.
et Andy Wu, bien entendu. Sur ce challenge, nous avons relevé 23 défis d'écriture du 1er au 31 octobre 2025, accompagnés de 23 outils et techniques pour aiguiser notre plume, sortir de nos habitudes et nous préparer au redoutable NaNoWriMo de novembre, avec ses 50 000 mots. Alors, ça a été tout d'abord un challenge stimulant et inspirant. Je dois le dire, ce défi a été un vrai bonheur. Je ne pensais pas être capable de sortir autant d'histoires aussi vite, mais je l'ai fait. Et pour ça, un immense merci à Marie-Ève Flory et à l'agence de la plumerie. Merci également à toutes les personnes qui ont participé. J'ai découvert de nouvelles plumes, des univers incroyables et j'ai reçu des retours passionnants sur mes textes. Chaque jour, j'envoyais mon histoire et je lisais celle des autres. C'était devenu mon petit rituel du soir. Alors, pourquoi j'ai fait ce challenge et pourquoi ce challenge tombait à pic ? Vous le savez, ma fantaisie me bloque régulièrement. Je tourne autour, je procrastine, je trouve toutes les excuses possibles. Coucou la procrastination. Et cet été déjà, un premier challenge de la plumerie m'avait aidé à avancer. Puis septembre est arrivé et j'étais de nouveau perdue. Je doutais de mon imagination et de ma capacité à structurer mes idées. Alors me lancer dans le Spooky Writing Challenge, c'était aussi me lancer un défi personnel. Écrire chaque jour, inventer quelque chose de nouveau, tenir le rythme comme un Inktober, mais en mots. Spoiler, j'ai réussi. Tous les jours, j'ai écrit une histoire, parfois courte, parfois plus longue, parfois facile, parfois exigeante, mais toujours avec plaisir. J'ai même développé un mini-roman policier sur une semaine autour d'un Halloween killer particulièrement tordu. Au total, 18 histoires différentes et un feuilleton en 5 épisodes. Une méthode qui a changé ma façon d'écrire. Pour chaque thème, j'ai procédé de cette façon. 1. Je listais tout ce que le thème m'évoquait. 2. Je repérais les mots-clés, les ambiances, les tropes que m'inspirait ce thème. Pendant la journée, je laissais l'histoire se construire dans ma tête. 4. Le soir, j'écrivais, tout simplement. Et là, révélation en cascade. Je ne manque pas d'imagination, je ne manque pas de temps. Si je dis l'inverse, je me mens à moi-même. Mon problème, ce n'est donc ni l'organisation, ni l'inspiration. À la fin du challenge, j'avais écrit 30 231 mots. Ouais. Après relecture et coupe, il en reste 22 673, ce qui signifie que j'ai quand même jeté plus de 7 500 mots inutiles pour garder l'essentiel. Et ça, c'est une victoire. Et maintenant, je suis toujours bloquée sur ma fantaisie, on ne va pas se mentir, mais j'ai plein d'idées pour un tome 2 de ma série Paranormal Détective. Ouais, tout à fait. Et j'ai repris confiance en ma créativité. En résumé, je sais trouver le temps pour écrire. J'ai des idées plein la tête et plein de nouveaux projets. Maintenant, avec tout ça, je suis sûre que je vais quand même me plaindre de manquer de temps pour tout faire. Ce serait pas drôle sinon. Le Spooky Writing Challenge, en bref, c'est 23 thèmes, du manoir hanté au vampire, mais aussi l'arc-en-ciel, les cocktails, même une pyjama party. Oui. 23 outils, suspense, foreshadowing, couleur, tarot, structure narrative, etc. Une seule règle, laissez l'imagination filer. Et sans hésiter, je le referai. Peut-être un Christmas Writing Challenge en décembre ? Ah oui, ça aurait son charme. Et vous ? Si ce type de challenge vous tente, suivez l'agence de la plumerie sur Instagram et si vous avez envie de lire certaines de mes petites histoires, dites-le en commentaire et je trouverai un moyen de vous les partager. Passons maintenant à ma troisième partie. Ma chronique, mais pas que. Ce mois-ci, j'aimerais bien vous présenter un de mes auteurs français préférés. J'ai nommé Daniel Pénac. Daniel Pénac, de son vrai nom, Daniel Pennacchioni, est un écrivain français né en 1944 à Casablanca, au Maroc, dans une famille de militaires. Il a passé une grande partie de son enfance à voyager à travers le monde, au gré des affectations de son père. Avant de devenir écrivain à plein temps, Pénac a été professeur de français dans un lycée parisien et cette expérience d'enseignant a profondément marqué son écriture.
Il s'est fait connaître dans les années 80 avec une série de romans policiers très singuliers, les fameux romans de la saga Malocène. Cette série, dont le premier tome Au bonheur des ogres, publié en 1985, a été un vrai succès et a donné lieu à un film qui met en scène Benjamin Malocène, un bouc émissaire professionnel dans un grand magasin. C'est une saga pleine d'ironie, de tendresse et de fantaisie où l'on retrouve toute la tribu Malocène, une famille nombreuse, un peu folle mais profondément attachante. Son style est très reconnaissable, inventif, plein d'humour, de jeux de langage, mais toujours avec une vraie tendresse pour ses personnages marginaux. En dehors de ses romans, Pennac est aussi connu pour ses essais sur la lecture. Son livre Comme un roman, publié en 1992, est devenu une référence. C'est là qu'il énonce les fameux droits imprescriptibles du lecteur, parmi lesquels le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, le droit de relire ou encore le droit de lire n'importe où. C'est un véritable plaidoyer pour la liberté du lecteur. Il a aussi écrit pour le théâtre, Messieurs les enfants, pour la jeunesse, Camus l'idée du siècle, et plus récemment des textes plus personnels et poétiques comme Chagrin d'école en 2007. Un livre dans lequel il revient sur son propre rapport à l'école et sur la difficulté d'apprendre. Ce livre a d'ailleurs reçu le prix Renaudot. Aujourd'hui, Daniel Pennac reste une figure très appréciée de la littérature française, à la fois populaire, accessible et profondément littéraire. Il aime raconter des histoires humaines, drôles, parfois absurdes, mais toujours avec une grande tendresse pour les gens ordinaires. Parler de Daniel Pennac, c'est forcément évoquer ma série préférée sur la tribu Malocène. Cette famille un peu folle, un peu magique, qui habite le quartier populaire de Belleville à Paris. C'est une série de romans à mi-chemin entre la comédie sociale et le roman policier. Au centre de tout ça, il y a Benjamin Malocène, le narrateur. Benjamin, c'est un type adorable, un peu dépassé, qui travaille comme bouc émissaire professionnel dans un grand magasin. Son rôle, quand un client mécontent menace de tout casser, on l'appelle, il arrive et tout le monde fait semblant que c'est lui le coupable. Résultat, le client est apaisé, la direction est innocente et Benjamin, lui, encaisse en silence. Mais Benjamin n'est pas seul. Il vit entouré d'une grande famille recomposée, une mère fantasque, toujours amoureuse et toujours enceinte, une ribambelle de petits frères et sœurs, chacun avec sa personnalité bien trempée, et quelques amis hauts en couleur qui gravitent autour de la maison familiale. C'est ce mélange de tendresse, de folie et de système D qui fait tout le charme de la saga. Maintenant, parlons un peu du premier tome, Au bonheur des ogres, publié en 1985. Ce roman ouvre la série et installe tout l'univers. C'est le début d'une saga à la fois drôle, sociale et poétique. Benjamin Malocène travaille dans un grand magasin et tout irait bien, si ce n'est qu'une série d'explosions commence à secouer les rayons du magasin. À chaque fois, il est sur place, ce qui fait de lui le suspect idéal. Alors entre ses crises au boulot, sa tribu envahissante à la maison et une journaliste curieuse dont il tombe amoureux, Benjamin se retrouve embarqué malgré lui dans une enquête à la fois drôle, absurde et pleine de suspense. Pennac qui mélange humour, critique sociale et intrigue policière avec un ton très personnel, un style vif, plein de tendresse pour ses personnages et un sens burlesque, du burlesque irrésistible. Les thèmes suivants, si ça vous intéresse, si ce que je vous ai dit sur ce premier tome vous intéresse vraiment, il existe donc plusieurs autres aventures de Benjamin et de sa famille avec La Fée Carabine en 1987, La Petite Marchande de Prose en 1989, Monsieur Malocène en 1995, Au fruit de la passion publié en 1999, Le cas Malocène, Ils m'ont menti, publié en 2017, tome 1, et Le cas Malocène, Terminus Malocène, publié en 2023, tome 2. Chaque tome explore un nouveau mystère, toujours avec la même combinaison de fantaisie IE, pas fantaisie Y, critique du monde moderne et amour des personnages marginaux. Cette chronique s'appuie sur des informations que j'ai trouvées publiées par Gallimard, la Bibliothèque nationale de France et Wikipédia. Alors pour en savoir plus sur Daniel Pennac et la famille Malocène, vous pouvez retrouver ces références dans la description de l'épisode. Et on passe maintenant à la dernière partie de ce podcast, la petite question du jour. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de vous parler de mes habitudes de lecture.
Sur le mois de septembre, je vous avais parlé de ma façon de me rappeler mes lectures en utilisant des carnets de lecture ou en utilisant l'application de Babelio pour y mettre toutes mes chroniques et avoir un suivi de toutes les sorties des romans. Eh bien, j'avais aussi envie de vous parler de mes habitudes de lecteur, de lecture. On va commencer par mon rapport personnel à la lecture. La lecture a toujours occupé une place immense dans ma vie. J'ai presque totalement délaissé les séries à la télévision pour me consacrer aux livres qui m'attirent et me passionnent. Lire est devenu une habitude quotidienne. Même lorsque je suis fatiguée, j'ai besoin d'ouvrir un livre, ne serait-ce que quelques minutes pour me sentir complète. Si l'apprentissage de la lecture avait été difficile au début de mon existence, en CP, dès que les mots ont commencé à faire sens, elle s'est imposée à moi comme une évidence. Ce qui m'attire d'abord dans un livre, c'est son apparence, j'avoue apprécier les belles éditions, puis les mots de la 4e de couverture qui éveillent ma curiosité. Comme mystère, enquête, découverte, trésor, ce sont autant de promesses qui me donnent envie d'ouvrir le livre. Mais ce qui me le fait conserver dans ma bibliothèque, ce sont les personnages et les émotions qu'il m'a fait vivre. Mon moment préféré pour lire, c'est le soir, installé dans mon fauteuil de lecture, parce que depuis cet été, je me suis créé un petit espace spécialement dédié à ce plaisir et j'y passe désormais la plupart de mes soirées. Maintenant, si on parle plutôt des transformations qu'il peut y avoir eu dans mes habitudes depuis que je lis, donc depuis le CP, depuis que j'ai 7 ans, eh bien je dirais que mes habitudes de lecture ont évolué avec le temps, sans jamais perdre leur importance. Adolescente, je passais mes étés entre la bibliothèque et mon lit, qui était alors mon refuge de lecture. Quand j'étais au lycée, pendant mes cours, pas pendant mes cours, mais bon, vous voyez, quand j'étais encore au lycée, je profitais de mes récrés et des intercours pour lire. Aujourd'hui, je ne lis plus partout comme avant, je préfère prendre le temps de me poser, vraiment, pour savourer pleinement l'histoire. Je lis sur tous les supports qu'il existe, j'ai des livres papier dans chaque pièce de ma maison, 2 liseuses, une Kobo et une Kindle, et je suis également abonnée à Audible. J'aime autant emporter mes lectures partout avec moi, sous toutes leurs formes, pour avoir toujours mes livres avec moi. Et l'écoute de livres audio, elle, est un petit peu moins régulière, mais elle accompagne parfaitement mes marches en ville, mes trajets en voiture, ou même mes moments de rangement dans la maison. C'est une autre manière de lire, qui me permet de découvrir encore plus d'histoires lorsque mes mains ne sont pas libres. Parce que je ne peux pas mettre des livres dans mes mains, bien entendu. Bref, si on parlait maintenant de l'émotion et du sens que prennent mes habitudes de lecture, ou ma lecture en tout cas, eh bien ce que je ressens lorsque je lis, c'est du pur bonheur, comme une parenthèse précieuse que je ne garde rien que pour moi. Ce sont des aventures que je ne vivrai jamais, des rencontres inoubliables, un monde parallèle où mon quotidien disparaît pour laisser place à quelque chose de plus grand et de plus vibrant. Certains auteurs ont profondément marqué ma façon de lire et de percevoir les histoires, comme Anne Rice, découverte au lycée, avec ses vampires tourmentés qui m'a ouvert la voie d'une littérature plus sombre et émotionnelle, J.R.R. Tolkien, qui m'a fait comprendre que la fantaisie offrait une infinité de mondes possibles, peuplés de quêtes et de héros malgré eux. Et même si je désapprouve aujourd'hui certains choix de l'autrice, Harry Potter reste une œuvre fondatrice avec ses personnages que l'on voit grandir et que l'on aime comme des amis. Si je lis, c'est pour rêver, pour m'évader, pour voir comment les êtres, réels ou fictifs, traversent les épreuves et continuent d'avancer. Mon rituel de lecture est simple et doux. Le soir, dans mon fauteuil de lecture, enveloppé sous un plaid, une tisane chaude entre les mains. Vu que je lis le soir, un cappuccino risquerait de me tenir éveillée toute la nuit. Quoique, prise dans un livre, je pourrais vite le lire sans le lâcher. Et donc, quand l'histoire est bonne, plus rien n'existe autour de moi. Vous-même, vous savez, je suis sûre. Maintenant, si on parlait de lecture et d'identité, eh bien, je pense que nos lectures disent beaucoup de qui nous sommes. Rien que le choix de nos genres de prédilection en dit long sur notre sensibilité et ce que nous recherchons dans une histoire. La romance, par exemple, révèle souvent une attirance pour des personnages attachants, des liens forts et des instants de bonheur.
La littérature de l'imaginaire, SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique, ouvre la porte à l'aventure, aux mondes extraordinaires et à des héros à la fois puissants et vulnérables. Le roman policier, lui, nourrit notre goût pour la psychologie, la résolution d'énigmes et ce jeu intellectuel où lecteurs et auteurs se défient jusqu'au dénouement. La lecture occupe également une place très importante dans ma relation aux autres, puisqu'elle est au cœur de mes échanges, de mes recommandations et de mes enthousiasmes partagés. Elle est de même devenue un espace de transmission, puisque j'ai créé ce podcast où je parle de lecture, d'écriture, mais pas que. La lecture pour moi n'est donc pas qu'un plaisir intime ou solitaire, elle participe à ce que je suis et à la manière dont je me relie au monde. Et avant de clore cet épisode, je vous pose une dernière question, enfin deux. Si quelqu'un lisait les livres que vous avez lus cette année, que comprendrait-il de vous ? Et si vous ne pouviez garder qu'un seul livre, lequel vous représenterait-il le mieux ? Pour y répondre, n'hésitez pas à m'écrire à ducappuccino@gmail.com. Et voilà, dans cet épisode 10 du mois d'octobre 2025, je vous ai fait la chronique de mes 15 lectures en cours, presque finies, du mois d'octobre 2025. Je vous ai fait ma chronique d'écriture sur le Spooky Writing Challenge 2025 et le bilan que j'en fais et des choses que j'en ai retirées. La chronique, mais pas que, s'est portée sur un de mes auteurs préférés, Daniel Pénac, et la petite question du jour sur mes habitudes de lecture. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu et que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres ou de séries télé à regarder, mais pas que. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram @jess_angel ou vous pouvez m'envoyer un mail à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com, créé pour mieux partager avec vous. Alors n'hésitez pas. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast. En cliquant simplement sur s'abonner, je vous y annonce l'arrivée des nouveaux épisodes et des sujets du mois abordés dans les grandes lignes. Et petit exclu de la fin d'épisode, vous pouvez également retrouver tous les épisodes de la saison 1 sur YouTube. Et oui, ça y est, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc si vous cherchez du cappuccino et des livres sur YouTube ou si vous tapez Jess Angel, vous trouverez sans difficulté le podcast. Toute la saison 1 est disponible. Donc vous pouvez l'écouter maintenant sur ce support médiatique si ça vous intéresse et si vous préférez. Et sachez que la saison 2 arrive petit à petit dans les semaines à venir. Voilà. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.